Comme enseignant, peu importe le milieu où vous allez travailler, vous allez souvent entendre parler des troubles du comportement. C'est un sujet incontournable en éducation. Alors, autant bien comprendre ce que ça veut dire et surtout, comment intervenir de façon efficace auprès des élèves qui vivent avec ce type de difficultés. D'abord, il faut savoir que le terme « trouble du comportement », c'est un peu un gros chapeau sur lequel on regroupe plusieurs diagnostics. Ce qu'ils ont en commun, des comportements extériorisés, souvent perçus comme dérangeants ou inappropriés. Par exemple, le trouble oppositionnel avec provocation, ou TOP, se reconnaît par une attitude de défi, de colère ou de provocation, surtout envers les figures d'autorité. Ensuite, il y a le trouble des conduites, qui amène des comportements plus graves, vol, agression ou violence. Et puis il y a le TDAH, avec ou sans hyperactivité. Ici, on parle de difficultés d'attention, d'impulsivité. C'est difficile à dire exactement d'où viennent ces troubles. Il y a souvent un mélange de facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux. Des évaluations spécialisées peuvent aider à poser un diagnostic. Mais comme enseignant, ce n'est pas votre rôle. Ce qui compte, c'est d'utiliser ce que vous savez pour aider l'élève. Heureusement, il existe plein de stratégies utiles pour intervenir en classe. On pense entre autres au renforcement positif, à l'aménagement de conditions de travail ou encore à des plans de gestion du comportement. L'idée, c'est de créer un climat qui valorise les bons comportements et qui soutient les élèves dans leurs défis. Bonjour, bienvenue à notre capsule d'experts sur les élèves vivant avec un trouble de comportement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par Mylène Renaud. Est-ce que je peux te tutoyer? Tout à fait. Parfait. Mylène, est-ce que tu aurais voulu te présenter un peu à notre merveilleux auditoire? D'accord. Bonjour, je m'appelle Mylène Renaud, donc chargée de cours au département des sciences de l'éducation de l'UQTR, anciennement enseignante en adaptation scolaire, puis j'ai terminé mon bac à l'UQTR comme toi, mais en 2013. Donc, merci d'être avec nous encore une fois. Aujourd'hui, on commence tout de suite. Donc, ma première question. Comment est-ce que le trouble de comportement évolue de l'enfance à l'adolescence? D'abord, chez les enfants puis les adolescents, le trouble peut évoluer de différentes manières. En général, ces troubles commencent souvent par des comportements perturbateurs et voire agressifs qui peuvent s'intensifier ou s'atténuer avec le temps. L'évolution de ces troubles dépend de plusieurs facteurs, notamment la prise en charge de l'élève, les modèles auxquels il va être exposé pendant sa vie, ses traits de personnalité, les traumas vécus et toute autre raison valable parce que le trouble évolue en interaction entre l'élève et son environnement. Parfait. Merci beaucoup. Donc, passons tout de suite à la deuxième question. Est-ce que... Mais là, je sais que le trouble de comportement, c'est quelque chose de c'est très vaste, mais est-ce que tu pourrais nous donner des manifestations plus communes de ce trouble, de cette réalité-là? Mais en fait, j'ai envie de te dire que les manifestations sont divisées en deux grandes catégories. Parce que je pourrais t'énoncer plusieurs manifestations pendant longtemps, mais on les classe en deux grandes catégories. Donc, d'abord, il y a les comportements inadaptés extériorisés, dans lesquels les émotions sont dirigées vers l'extérieur. Par exemple, un élève pourrait faire une crise, frapper, crier, ne pas écouter la consigne. Dans la deuxième catégorie, on a les comportements intériorisés, dans laquelle l'émotion est vécue, mais à l'intérieur de l'individu. Ça peut être, par exemple, l'anxiété, le retrait social ou l'évitement. C'est quoi? Est-ce qu'il y a une différence marquée pour le trouble de comportement entre les filles et les garçons? Dans leur ouvrage « Les troubles de comportement à l'école », Desbiens et ses collaborateurs nous disent que, typiquement, les filles vont avoir tendance à avoir des comportements qui sont intériorisés, comme la dépression ou l'anxiété, alors que les garçons vont avoir davantage des comportements extériorisés, comme l'agressivité, la provocation ou l'opposition. Même si cette tendance existe, il n'est pas exclu que le contraire soit aussi vrai. Pour la prochaine question, c'est quoi les comportements et les préconceptions qu'on devrait éviter? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on pense à un élève qui a un trouble de comportement? Bien, d'abord, chez les préconceptions,
Il ne faut pas penser que l'élève est défini par son comportement. Donc, on est passé d'une approche dans laquelle on identifiait l'élève par son comportement, tandis qu'aujourd'hui, on dissocie l'élève de son trouble, puis on comprend mieux l'impact de l'environnement sur l'élève. Ensuite, une erreur, donc un comportement à éviter, serait de ne pas se questionner sur la fonction du comportement. Parce qu'un comportement, c'est une façon de communiquer avec l'autre. Pour un même comportement, les raisons sous-jacentes peuvent être différentes. C'est pourquoi je dois connaître la source du comportement perturbateur pour intervenir adéquatement. Merci beaucoup. On est déjà à la dernière question. Ça passe vite quand on s'amuse. Est-ce que tu aurais un dernier commentaire ou une chose à retenir là, pour les étudiantes et étudiants qui vont regarder cette capsule-là? La chose à retenir pour moi serait d'assurer la constance et la cohérence des interventions auprès des élèves. Dans les pratiques universelles de gestion de classe, on sait que c'est des incontournables pour l'ensemble de nos élèves. Par contre, les élèves qui ont des difficultés comportementales vont être particulièrement sensibles à un manque de constance et de cohérence. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui puis pour tes belles réponses. Je suis sûre que ça va être très bénéfique pour tout le monde qui va regarder les capsules. Donc, merci. Merci. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'être avec Annie Chagnon, qui est une enseignante qui travaille avec des élèves qui vivent avec des troubles de comportement. Donc, je vais laisser Annie, si tu veux te présenter un peu. Je m'appelle Annie Chagnon, je suis enseignante en adaptation scolaire à l'école Sainte-Thérèse à Joliette. Je suis dans une classe de SCA qui est soutien au comportement adaptatif. Ça fait 18 ans que j'enseigne. Puis là, présentement, je suis au 3e cycle du primaire, donc 5e et 6e année. Ça ressemble à quoi, en fait, le parcours scolaire typique d'élèves qui vivent avec des troubles de comportement? Bien, en fait, ces élèves-là ont souvent été dans le milieu régulier quelques années. Ça ne fonctionnait pas. Donc, il y en a qui ont été faire des classes répit. Puis, s'ils se ramassent dans ma classe, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc, ils arrivent dans ma classe avec beaucoup de retard académique parce que souvent, au régulier, c'était l'élève qui dérangeait, qu'on mettait dans le fond de la classe ou qu'on finissait par mettre dans le corridor là, parce que ça ne fonctionnait pas et qui dérangeait tout le monde. Donc, c'est des élèves qui ont des retards académiques, c'est des élèves qui dérangent, qui ont fait souvent des gestes de violence. Il y a des élèves qui ont des diagnostics là, de TDAH, de troubles d'opposition, de troubles d'attachement. Puis il y a des élèves aussi qui n'ont pas de diagnostic. Puis dans le fond, c'est l'inverse, il faut les trouver, les diagnostics, mais ils ne sont pas fonctionnels dans une classe régulière. Donc, merci beaucoup, Annie. Donc, pour ma deuxième question, je me demandais comment est-ce qu'on fait pour adapter l'environnement de la classe pour des élèves qui vivent avec un TC au quotidien? Comment on adapte l'environnement pour le rendre adapté à eux? On essaie de représenter le plus fidèlement possible une classe de réguliers parce que le but, c'est quand même qu'ils soient en mesure de retourner dans une classe régulière. Fait que c'est sûr que si je les mets tous face à un mur avec des paravents de tous bords, de tous côtés, c'est pas ça la vie. Donc, c'est comme une classe régulière. Moi, ce que j'ai, c'est une classe flexible. Donc, les enfants peuvent s'asseoir à des places différentes à tous les jours. Il y a des tables individuelles, il y a des tables en équipe de 2, des tables en équipe de 4. Il y a des tables aussi où ils sont plusieurs, c'est comme un demi-lune. On peut travailler avec un prof ou un aide en avant. Donc, tout le monde a ses dispositions, ses préférences. C'est sûr que nous, on s'est fait un coin calme à l'extérieur. On a utilisé un autre local. Donc, oui, des fois, les élèves ont besoin de pauses, soit parce qu'ils sont envahis par une situation scolaire, des demandes académiques, ou soit parce qu'ils sont envahis par une situation sociale. Donc, ils vont prendre un 5 minutes. On a des outils sensoriels. On a aussi un tableau blanc dans le local de retour au calme. Comme ça, ils peuvent dessiner, ils peuvent verbaliser, ils peuvent écrire ce qui les dérange. Après ça, on va faire un retour avec eux. Donc, il y a des classes qui l'ont à l'intérieur, à même le local, mais nous, dans notre cas, c'est à l'extérieur de la classe là, qu'il y a.
pour ma troisième question, je me demandais, c'est quoi les méthodes pédagogiques que tu préconises avec les élèves qui vivent avec un TC? Est-ce que tu y vas papier-crayon? Est-ce que c'est plus de l'apprentissage par projet? Qu'est-ce qui est le mieux, selon toi, avec ces élèves-là? Au niveau du comportement, non, on n'est pas comme... on n'utilise pas de méthode comme Teach, par exemple. Par contre, oui, on fait tout dépendant du besoin de chaque enfant parce que là, soutien au comportement adaptatif, on n'a pas juste des élèves qui sont en trouble d'opposition. On a toutes sortes d'élèves. Tu sais, moi, j'ai des élèves qui ont des troubles au niveau des émotions, j'ai des soutiens émotifs, j'ai des TSA qui sont non diagnostiqués en voie de. Fait qu'on agit différemment pour chacun de ces élèves-là. Mais oui, on va faire, tu sais, comme le matin, on fait un check-in. Fait que quand ils arrivent, ils ont chacun un petit carton à côté d'eux. Puis je te dirais que c'est notre 5e sorte de check-in différente depuis le début de l'année. Au début, c'était des rencontres avec l'éducateur parce que c'était plus rock'n'roll en début d'année. Là, c'est juste un check-in qui montre le niveau de batterie. Il y a comme 4-5 sortes de batterie pour voir c'est quoi l'énergie qu'ils ont à matin. Des bonhommes de baboune à bonhomme sourire. Puis, as-tu mangé? As-tu déjeuné? As-tu pas déjeuné? Es-tu fâché? Fait qu'il y a des pictos qui montrent ça. Fait que eux autres, ils arrivent, ils ont un crayon effaçable. Ils cochent les bonnes choses. Si on voit que que c'est pas un bon matin avec ce qu'ils ont répondu, bien là, l'éducatrice lui dit « Hey, viens-t'en, on va passer au salon, on va aller jaser un peu », puis il vide son sac. Fait qu'on a des outils différents pour chacun des élèves parce qu'ils ont tous des problématiques différentes. Fait que c'est pas un passe-partout comme Teach, par exemple, mais c'est un gros sac d'outils que nous, on connaît dans le milieu, qu'on utilise, puis qu'on adapte en fonction de chaque enfant, puis qu'on met, tu sais, c'est ça, il y en a qu'on va mettre des pictos, il y en a d'autres qui vont dire hey, « moi, je trouve ça bébé, les pictos. » Ah, c'est correct, on va l'écrire. Fait qu'on est beaucoup en train de créer pour les problèmes de chacun. Pour ma 4e question, je me demandais, c'est qui les acteurs scolaires qui rentrent en jeu quand on parle d'élèves en trouble de comportement, puis c'est quoi leur rôle à ces acteurs scolaires-là? En fait, ceux qui naviguent autour de la classe, c'est que dans la classe, on est toujours une enseignante, un enseignant, un éducateur, temps plein. À l'heure du dîner, c'est l'éducateur qui prend le relais. Donc, nous, à notre école, ils ne vont pas dîner avec les autres élèves, ils restent dans la classe, plus de tranquillité. Donc, ils vont jouer dehors là, avant, après le dîner. Mais le 20 minutes où ils dînent dans la classe en petits groupes. Au-delà de ça, il y a tous les intervenants avec qui nous, on fait affaire, qui sont à l'extérieur de l'école. Fait que, tu sais, si on parle des intervenants des PJ, avec qui il faut collaborer, la pédiatrie sociale, avec qui il faut collaborer beaucoup, les parents. Moi, je dis en début d'année aux parents, on va devenir les meilleurs amis. Puis je dis aux élèves, tu vas voir, je vais finir par aller souper chez vous tellement que je vais parler souvent à tes parents. Là. Parce que c'est ça la clé. Si les parents disent la même chose que le prof, puis le prof dit la même chose que les parents, les enfants ne peuvent pas trianguler. Ils savent qu'on discute puis qu'ils ne pourront pas nous en faire whopper là, dans des histoires de fous. Fait que c'est ce qui fait que ça va bien. Fait qu'on parle beaucoup avec les parents. Puis sinon, à l'intérieur de l'école, on a le psychoéducateur qui a comme un œil qui est plus comme qui est plus reculé de la situation, en retrait, puis que nous, quand on a tout essayé, là, puis que l'éducateur puis moi, on s'est parlé souvent, puis là, on a essayé plein d'affaires, ça ne marche pas, bien là, à un moment donné, on fait comme, OK, là, ça ne fonctionne pas, on va en parler à la directrice, on va en parler à la psychoède, on va essayer de revirer ça de bord, d'essayer des nouvelles choses. Et les psychoèdes, normalement, ils ont plusieurs écoles, plus d'expérience, ils en ont vu d'autres. Fait qu'eux autres aussi peuvent nous donner un conseil. Puis quand on a besoin de plus d'informations, par exemple, pour préparer un dossier pour l'envoyer envoyer un élève dans une autre classe en disant, bien, ici, c'est pas ce qu'il a besoin, bien, les psychoèdes vont nous aider là aussi. Là, c'est des psychoconseils, fait que c'est pratique. Je voulais savoir, toi, est-ce que tu as des stratégies, des petits trucs au quotidien que tu voudrais donner aux futurs enseignantes et enseignants d'adaptation scolaire quand ils sont avec des élèves en trouble de comportement? Un truc qui fonctionne selon ton expérience. C'est sûr qu'ils ont tous besoin d'un système d'émulation, ça les motive. Donc, nous, on a un système d'émulation de groupe. Après ça, ils ont tous des objectifs personnels, ne sont pas tous rendus à la même place dans leur développement. Fait que oui, ils ont des objectifs personnels pour chacun. Pour les interventions,
moi, j'opte pour l'humour. Sérieusement, ça dédramatise des tonnes et des tonnes de situations. La relation avec l'élève, dès le début de l'année, de construire ça le plus vite possible parce que tout est là. Mieux est la relation avec l'élève, plus que tu es capable de faire n'importe quoi, de le défâcher le plus rapidement possible quand il est dans une crise en train d'escalader. Un conflit avec les autres, ben le fait qu'il ait confiance en toi, tu vas pouvoir faire n'importe quoi avec ton élève. Fait que c'est sûr que la relation, les accueillir le matin, quand ils arrivent, aller le voir, « Hey, salut, ça va bien? » Puis juste ça, ça fait que, ah, OK, on est bien ici, on est sécurisé. C'est ça qui nous permet de les faire avancer. Parce que tant qu'ils n'ont pas ça, autant au niveau comportemental qu'académique, ça n'avancera pas. Fait que, tant qu'on n'a pas cette relation-là puis ce lien de confiance-là, il n'y a rien qui va se faire. À partir du moment où on l'a, bien là, tout est possible. Donc, c'est tout pour notre entrevue avec Annie Chagnon. Merci, Annie, d'avoir pris de ton temps, de ton horaire chargé d'enseignante pour venir nous en parler un peu de ces élèves-là, des classes de troubles de comportement. On est vraiment reconnaissants. Puis encore, merci pour ta participation. Connaître les différents troubles du comportement, ça permet de mieux comprendre ce que vit l'élève et de mieux intervenir. Une gestion de classe solide, des interventions ciblées et une bonne collaboration avec les parents et les intervenants, c'est souvent la clé pour faire une vraie différence.